Chers amis, bienvenue sur cette chaîne dédiée aux histoires pour dormir, où chaque récit vous emmène dans un univers apaisant et captivant. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans une intrigue empreinte de mystère et de suspense, adaptée du célèbre roman d'Agatha Christie, La mort dans les nuages. Ce classique du genre policier nous entraîne dans les cieux à bord d'un avion en plein vol, où un crime impensable est commis sous les yeux d'Hercule Poirot lui-même. Laissez-vous guider par ce récit soigneusement adapté, conçu pour vous détendre tout en stimulant votre imagination. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez cette histoire vous bercer doucement vers des rêves paisibles. Dans cet épisode aérien du célèbre détective Hercule Poirot, nous suivons une scène tragique qui se déroule lors d'un voyage transatlantique en avion. Parmi les passagers figure Madame Giselle, une femme connue pour ses activités discrètes mais peu recommandables dans le monde de la finance internationale. Alors que l'appareil survole l'Europe, elle est retrouvée morte dans son siège, apparemment victime d'une fléchette, empoisonnée tirée depuis une sarbacane exotique. Comment un tel meurtre a-t-il pu être perpétré sans témoin? Et surtout, qui peut bien être assez rusé pour échapper au regard vif et perspicace d'Hercule Poirot? Armé de sa logique infaillible et de son esprit analytique, le détective belge mène l'enquête dans cet environnement confiné où chacun des passagers devient un suspect potentiel. Un véritable casse-tête intellectuel attend notre héros. Et vous? Chapitre 1. L'ascension fatale. Le ciel était d'un bleu limpide ce matin-là, lorsque l'avion de ligne britannique quitta l'aéroport de Croydon pour entreprendre son long voyage vers Paris. Parmi les passagers se trouvait Hercule Poirot, le célèbre détective belge qui avait décidé de voyager incognito afin de savourer un moment de tranquillité loin de ses enquêtes tumultueuses. Assis près du hublot, il observait distraitement le ballet des oiseaux migrateurs tandis que l'appareil gagnait rapidement en altitude. Mais ce calme apparent ne tarda pas à être perturbé par une conversation animée derrière lui. « Madame Giselle », dit une voix féminine avec un accent français marqué, « je dois vous avouer que je suis extrêmement nerveuse à l'idée de vous rencontrer aujourd'hui. J'ai entendu tant d'histoires à votre sujet. » Poirot tourna légèrement la tête sans paraître trop curieux. La femme qui parlait était une jeune Anglaise d'une trentaine d'années, vêtue sobrement, mais élégamment. Son interlocutrice, Madame Giselle, était une figure imposante dont la réputation avait traversé les frontières. Connue comme étant une prêtresse financière redoutée, elle avait ruiné plus d'un homme avec ses prêts usuraires et ses méthodes, peu orthodoxes. Elle portait un chapeau extravagant orné de plumes exotiques et arborait un sourire condescendant. « Ma chère enfant, » répondit-elle d'un ton mielleux, « soyez rassurée. Je ne mords que ceux qui ne paient pas leurs dettes. Vous verrez, notre petite affaire se réglera très vite. » Ces mots, prononcés avec une nonchalance feinte, firent frissonner plusieurs passagers autour d'eux. Le regard acéré de Poirot s'attarda sur la scène pendant quelques secondes, avant de retourner vers le paysage extérieur. Ce genre de personnage éveillait toujours en lui une curiosité mêlée de méfiance. Il nota mentalement les détails. L'allure aristocratique de Madame Giselle, son assurance arrogante, ainsi que l'anxiété palpable de la jeune femme. Peu après, un autre passager attira son attention. Un homme d'une cinquantaine d'années, au visage anguleux et à l'air austère, semblait particulièrement agité. Il triturait nerveusement un mouchoir entre ses doigts et jetait des regards furtifs en direction de Madame Giselle. Qui était-il? Donc, un ancien client ayant accumulé des dettes impayées, ou peut-être un rival professionnel cherchant à nuire à cette femme puissante? Poirot grimaça intérieurement. Les humains étaient souvent aussi prévisibles que des horloges suisses, mais certains restaient capables de le surprendre.
Au fur et à mesure que l'avion atteignait sa croisière, les conversations baissèrent d'intensité. Chacun se plongea dans ses pensées ou dans un livre. Mais quelque chose dans l'atmosphère demeurait tendu, presque électrique, comme si une tempête invisible menaçait de se déchaîner à tout moment. Et effectivement, ce sentiment d'inquiétude fut confirmé lorsque brusquement, un cri strident déchira l'habitacle. Madame Gisèle venait de s'effondrer sur son siège, une expression d'horreur figée sur son visage. Une fléchette minuscule était plantée dans son cou, à peine visible sous ses bijoux tape à l'œil. L'hôtesse de l'air, paniquée, appela immédiatement le médecin présent à bord. Tandis que celui-ci tentait vainement de ranimer la victime, un silence pesant s'installa parmi les passagers. Tout le monde se regardait avec suspicion, conscient que l'un d'eux était responsable de ce drame. Hercule Poirot, quant à lui, demeurait impassible. Ses yeux perçants analysaient chaque geste, chaque mouvement suspect. Ce meurtre, commis en pleine lumière et sous les yeux de témoins potentiels, constituait un véritable défi intellectuel. Comment quelqu'un avait-il pu accomplir un tel exploit sans se faire remarquer? Et surtout, pourquoi Madame Gisèle, une femme aussi crainte et respectée, devait-elle mourir ici, maintenant, à 30 000 pieds au-dessus du sol? La question restait en suspens, telle une menace planant au-dessus de tous les occupants de l'avion. Mais pour Poirot, une chose était certaine, la vérité finirait par émerger, car même dans les airs, les crimes ne restent jamais impunis. Chapitre 2. Les passagers suspects. Après l'annonce du décès de Madame Gisèle, une atmosphère lourde et oppressante s'empara de l'avion. Les autorités au sol avaient été alertées, et il avait été décidé que personne ne serait autorisé à descendre avant une enquête complète. Cela signifiait que chacun des passagers serait interrogé séparément par le commandant de bord et par Hercule Poirot, qui avait accepté de prêter main forte malgré sa réticence initiale. Le premier à être convoqué fut Monsieur Carter, l'homme au visage austère que Poirot avait remarqué plus tôt. Installé face à lui dans une cabine isolée, il paraissait encore plus nerveux qu'avant le drame. Monsieur Carter débuta Poirot avec courtoisie. « Permettez-moi de vous présenter mes condoléances pour cet événement tragique. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez exactement au moment où le cri a retenti ?» J'étais assis à ma place, bredouilla-t-il, les mains tremblantes. Je lisais un journal, comme toujours quand je voyage. Intéressant, murmura Poirot. Savez-vous si quelqu'un d'autre a quitté son siège durant le vol? Mr. Carter secoua la tête, incapable de soutenir le regard pénétrant du détective. Non, je ne crois pas. Mais comment voulez-vous que je le sache? Nous étions nombreux à bord, et tout s'est passé si vite. Poirot hocha lentement la tête, notant chaque hésitation dans les propos de l'homme. Si Mr. Carter disait vrai, pourquoi semblait-il si perturbé? Était-il simplement choqué par la violence du crime, ou cachait-il quelque chose de plus sinistre? Ensuite, ce fut au tour de Miss Cynthia Murdoch, la jeune femme qui avait discuté avec Madame Gisèle avant le drame. Elle entra dans la cabine, avec un air de détresse sincère. « Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire !» gémit-elle en s'asseyant. « Cette pauvre femme. Je n'imaginais pas qu'elle pourrait vraiment me causer du tort. »« Expliquez-moi, mademoiselle, » demanda Poirot avec douceur. « Quelle était la nature de vos relations avec Madame Gisèle ?» Miss Murdoch inspira profondément avant de raconter son histoire. Elle avait emprunté une somme importante à la prêtresse financière pour sauver son entreprise naissante. Malheureusement, les affaires avaient mal tourné et elle n'avait pas pu rembourser selon les termes convenus. Madame Gisèle avait alors commencé à exercer des pressions psychologiques, menaçant de ruiner sa réputation professionnelle. Je pensais qu'en la rencontrant aujourd'hui, j'arriverais à négocier un nouveau délai, conclut-elle essuyant une larme. Mais maintenant, je me sens coupable, même si je sais que je n'ai rien fait. Poirot acquiesça gravement. Bien qu'il ressentît de la compassion pour la jeune femme, il gardait à l'esprit que les apparences pouvaient être trompeuses.
Après tout, une personne désespérée était capable des actes les plus imprévus. Les interrogatoires se poursuivirent ainsi, révélant des informations variées, mais parfois contradictoires. Un couple de touristes américains insistait sur leur innocence totale, affirmant qu'ils dormaient lorsque le meurtre avait eu lieu. Un steward affirma avoir vu un individu masqué se faufiler dans l'allée centrale juste avant le drame, bien que personne ne corrobore cette version. Quant à un vieux diplomate russe, il se contenta de hausser les épaules avec fatalisme, arguant que, dans les airs, tout est possible. Alors que la nuit tombait doucement sur l'avion, Poirot regagna son siège, perdu dans ses pensées. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais certaines demeuraient encore floues. Il fallait creuser davantage, examiner chaque indice avec minutie. Car dans ce cas précis, chaque détail comptait, même les plus infimes. Et, tandis que les moteurs continuaient à rugir dans le lointain, le détective belge sentit que la solution approchait, peut-être même plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Chapitre 3. Le témoignage du médecin. Le médecin à bord, Dr Graham, un homme de haute stature avec une barbe grisonnante et des lunettes rondes, fut le prochain à être interrogé. Il s'assit face à Hercule Poirot dans la cabine exiguë, son expression sérieuse trahissant une préoccupation sincère. Le détective lui posa d'abord quelques questions générales avant de plonger directement dans le vif du sujet. « Dr Graham, pouvez-vous me donner votre opinion professionnelle sur la cause exacte du décès de Madame Gisèle ?» demanda Poirot, penchant légèrement la tête pour capter chaque mot. Le médecin ajusta ses lunettes avant de répondre d'une voix calme mais ferme. « D'après mon examen initial, il semble que la fléchette contienne une substance hautement toxique. Je soupçonne un poison rapide agissant sur le système nerveux central, probablement de l'aconitine ou quelque chose d'équivalent. Cela expliquerait pourquoi elle est tombée instantanément après avoir été touchée. » Poirot hocha la tête, pensivement. Ce détail confirmait ce qu'il avait déjà supposé. L'assassin avait planifié minutieusement son crime. La précision nécessaire pour viser une cible en mouvement depuis une sarbacane nécessitait non seulement un talent rare, mais aussi un courage froid et calculé. Avez-vous remarqué quelqu'un d'autre autour de vous pendant que vous tentiez de réanimer la victime ? Continua Poirot, ses yeux perçants fixés sur le praticien. Dr Graham fronça les sourcils, réfléchissant attentivement. Non, personne ne semblait particulièrement proche au moment où j'ai commencé mes manœuvres. Toutefois, je dois admettre que j'étais concentré sur ma tâche et donc peut-être pas aussi vigilant que je l'aurais dû. Un silence pesant suivit cette réponse. Poirot se leva alors, arpentant lentement la petite cabine tout en réfléchissant à voix haute. Intéressant. Très intéressant. Un poison rapide, une arme discrète et un meurtre commis sous le regard de plusieurs témoins potentiels. L'assassin devait être extrêmement confiant dans sa capacité à passer inaperçu. Le docteur opina silencieusement, comprenant que le détective était déjà bien avancé dans ses déductions. Mais il ajouta néanmoins, « Monsieur Poirot, si je puis me permettre, je crois que nous devrions également examiner les motivations possibles derrière ce crime. Qui aurait pu nourrir assez de rancune contre Madame Gisèle pour envisager de la tuer ? C'était précisément la question qui taraudait l'esprit du Belge. Parmi les passagers présents, combien avaient des raisons suffisantes pour éliminer cette femme redoutée? Et parmi ceux-là, qui avaient eu l'audace et les moyens d'exécuter un tel geste? Après cet entretien, Poirot décida de retourner à son siège pour observer plus attentivement les autres occupants de l'avion. Certains semblaient encore bouleversés par les événements, tandis que d'autres feignaient une indifférence suspecte. Une femme âgée, vêtue d'un tailleur noir strict, attira particulièrement son attention. Elle lisait tranquillement un roman policier, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. Pourtant, ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'elle tournait les pages. Poirot s'approcha d'elle poliment. « Excusez-moi, madame, dit-il avec courtoisie.
Seriez-vous disposé à me consacrer quelques minutes pour répondre à quelques questions concernant cet incident tragique? La vieille dame leva les yeux, surprise mais non hostile. Bien sûr, monsieur. Que voulez-vous savoir? Elle s'exprimait avec un accent britannique parfait, son ton trahissant une éducation distinguée. Son nom, Mrs. Evelyn Howard, apparut rapidement dans leur conversation. Elle voyageait seule vers Paris pour rendre visite à une nièce malade. Rien dans son histoire ne semblait anormal, jusqu'à ce que Poirot remarque une minuscule tache rouge sur la manche de son manteau. « Pardonnez-moi, madame, mais pourriez-vous m'expliquer d'où provient cette petite marque sur votre vêtement ?» interrogea-t-il doucement. Mrs. Howard baissa les yeux, visiblement prise de court. « Oh, cela... Je suppose que cela vient de mon thé. J'ai renversé un peu plus tôt, mais son explication manquait de conviction. » Poirot nota mentalement ce détail intrigant. Une simple coïncidence ou un indice crucial masqué par une réponse trop rapide? Lorsque la nuit enveloppa complètement l'avion, le détective regagna son siège, rassemblant méthodiquement toutes les informations recueillies. Chaque passager avait maintenant fourni sa version des faits, mais certaines contradictions demeuraient évidentes. Il fallait creuser davantage, explorer les liens entre ces personnes et leurs relations potentielles avec la victime. Car dans un espace aussi restreint qu'un avion, aucun secret ne pouvait vraiment rester caché longtemps. Et tandis que le moteur bourdonnait constamment dans le lointain, Poirot sentit que la vérité n'était plus très loin. Peut-être même qu'elle se trouvait juste sous ses yeux, dissimulée dans un détail insignifiant, apparemment sans importance. Chapitre 4. L'ombre dans les nuages. La tension dans l'avion était palpable. Chaque passager semblait conscient que l'un d'eux portait la responsabilité du meurtre de Madame Gisèle, mais personne ne voulait se montrer trop curieux ou trop accusateur. Hercule Poirot, assis à son siège près du hublot, observait avec attention les allées et venues des autres voyageurs. Ses yeux perçants captèrent une silhouette qui s'éloignait discrètement vers l'arrière de l'appareil. Un homme jeune, aux cheveux noirs en bataille, dont le visage était partiellement caché sous une casquette. Poirot se leva silencieusement et suivit l'inconnu sans se faire remarquer. Il le vit entrer dans les toilettes situées à l'extrémité de la cabine. Après quelques minutes, l'homme ressortit, ajustant nerveusement sa casquette et jetant des regards furtifs autour de lui. Ce comportement éveilla immédiatement la méfiance du détective. « Monsieur, » dit Poirot d'une voix douce mais ferme, « pourriez-vous m'accorder quelques instants ?» L'homme sursauta, comme pris sur le fait. Il se retourna lentement, révélant un visage pâle et anxieux. « Moi ? Je ne vois pas pourquoi, » bredouilla-t-il, tentant de contourner Poirot pour regagner son siège. Mais le Belge resta imperturbable, bloquant délicatement le passage. « Votre nom, s'il vous plaît ?» insista-t-il calmement. « Jack Robinson », murmura l'homme après une hésitation visible. « Je suis... journaliste », Poirot haussa un sourcil sceptique. « Journaliste, vraiment ? Et quel est le sujet de votre reportage aujourd'hui, monsieur Robinson ?» Jack Robinson parut embarrassé, ses mains tremblantes trahissant son malaise. « C'est confidentiel », balbutia-t-il. « Vous comprenez ? Nous travaillons souvent sur des informations sensibles. » Le détective ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il examina attentivement l'attitude de l'homme, notant chaque geste et chaque expression. Ce n'était pas seulement la nervosité qui intrigua Poirot, mais aussi une certaine familiarité dans les mouvements de cet individu, comme s'il avait déjà pratiqué quelque chose de similaire auparavant. De retour à son siège, Poirot réfléchit longuement à cette nouvelle rencontre. Qui était vraiment cet homme appelé Jack Robinson? Était-il simplement un témoin innocent, ou jouait-il un rôle plus important dans ce drame aérien? Le détective décida de creuser davantage cette piste avant de tirer des conclusions hâtives. Cependant, ses pensées furent interrompues par une autre intervention inattendue. Une hôtesse de l'air, une jeune femme au teint clair et aux traits fins,
s'approcha de lui avec un air préoccupé. « Monsieur Poirot, chuchota-t-elle, j'ai remarqué quelque chose qui pourrait vous intéresser. » Elle baissa encore la voix, comme si elle craignait d'être entendue par d'autres passagers. Peu après le cri, j'ai vu un objet tomber sous un siège près de celui de Madame Gisèle. J'ai essayé de le récupérer discrètement, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier ce que c'était. Intrigué, Poirot la remercia et demanda qu'elle lui montre exactement où se trouvait cet objet. Ensemble, ils se dirigèrent vers l'emplacement, indiqué. À genoux, Poirot fouilla sous le siège avec minutie jusqu'à découvrir un petit cylindre métallique enveloppé dans un morceau de tissu. Il l'examina soigneusement, reconnaissant immédiatement une sarbacane miniature, l'arme du crime. Mais qui l'avait abandonnée ici? Et pourquoi? Ce nouvel indice renforça la conviction de Poirot. L'assassin n'était pas aussi discret qu'il le prétendait. Chaque détail comptait désormais, chaque mouvement suspect devait être analysé. Alors que l'avion continuait à voler à travers les nuages, le détective sentait que la vérité se rapprochait inexorablement. Mais elle demeurait encore dissimulée derrière un rideau de mystère, attendant d'être dévoilée. Et tandis que le ciel nocturne enveloppait l'appareil, Poirot savait qu'il ne pouvait se permettre aucune erreur. Car dans les airs, même les ombres finissent toujours par être éclairées. Chapitre 5. Le jeu des apparences. L'atmosphère à bord de l'avion restait tendue, mais une sorte de routine silencieuse s'était instaurée parmi les passagers. Certains feignaient de lire ou de dormir, tandis que d'autres chuchotaient, entre eux échangeant des regards furtifs. Hercule Poirot, toujours attentif aux moindres détails, observait ces interactions avec un intérêt croissant. Il décida de revoir ses notes mentales concernant chaque individu interrogé jusqu'à présent. Miss Cynthia Murdoch, la jeune femme anxieuse ayant emprunté de l'argent à Madame Gisèle, semblait sincère dans son désespoir. Pourtant, sa nervosité persistante pouvait également masquer une culpabilité plus profonde. Quant à Mr. Carter, l'homme austère au visage fermé, il n'avait pas réussi à cacher complètement son agitation lors de leur entretien. Son insistance pour prouver son innocence avait même eu l'effet inverse. Elle avait semé le doute dans l'esprit du détective. Mais ce fut surtout Jack Robinson, le soi-disant journaliste, qui attira de nouveau toute l'attention de Poirot. Ce personnage mystérieux, avec son comportement étrange et ses explications floues, demeurait un point d'interrogation majeur dans cette enquête. Le détective décida qu'il était temps de creuser davantage son passé. Pendant que l'hôtesse distribuait des rafraîchissements, Poirot se leva discrètement et se dirigea vers le fond de l'appareil. Là, il repéra Jack Robinson, assis près d'un hublot, les yeux fixés sur l'horizon lointain. Il s'approcha calmement, prenant place à côté de lui sans brusquerie. « Monsieur Robinson, » dit-il avec douceur, « je me demandais si vous pourriez m'en dire un peu plus sur votre travail en tant que journaliste. » Jack sursauta légèrement, avant de se tourner vers Poirot avec un sourire forcé. « Oh, bien sûr! Je couvre principalement des sujets économiques et financiers. Vous savez, des histoires sur les grandes entreprises, les scandales boursiers, ce genre de choses. » Poirot hocha la tête pensivement, notant chaque hésitation dans les propos de l'homme. « Intéressant. Et quelle est votre source principale pour ces informations ?» continua-t-il, penchant légèrement la tête. Jack sembla mal à l'aise tout à coup. « Eh bien, disons que j'ai mes contacts, des informateurs qui travaillent dans différents secteurs. » Le détective fronça imperceptiblement les sourcils. Ses réponses étaient trop vagues, trop évasives. Quelque chose clochait dans cette histoire. Mais avant qu'il ne puisse poser une autre question, une voix familière retentit derrière eux. « Monsieur Poirot, venez vite. C'était Mrs. Evelyn Howard, la vieille dame élégante rencontrée précédemment. » Elle tenait un objet dans ses mains tremblantes. « J'ai trouvé ça sous mon siège, » expliqua-t-elle rapidement. « Je ne sais pas ce que cela signifie, mais cela pourrait être important. » Poirot se leva immédiatement et examina l'objet qu'Elta lui tendait.
C'était une petite boîte en métal contenant plusieurs fléchettes identiques à celles plantées dans le cou de Madame Gisèle. Une preuve accablante qui relançait totalement l'enquête. De retour à son siège, Poirot médita longuement sur cette nouvelle découverte. Si quelqu'un avait caché ces fléchettes sous le siège de Mrs. Howard, cela impliquait non seulement une planification minutieuse, mais aussi une tentative de détourner les soupçons. L'assassin cherchait manifestement à manipuler les indices pour incriminer quelqu'un d'autre. Cependant, une question cruciale restait sans réponse. Comment avait-il pu transporter cette arme discrètement à bord? Les contrôles de sécurité étaient stricts et une Sarbacane aurait normalement été interceptée avant le vol, à moins que... Poirot se figea soudain, frappé par une idée. Et si l'arme n'avait pas voyagé avec les passagers, mais plutôt été introduite après le décollage? Cette hypothèse ouvrait une nouvelle perspective sur l'affaire, remettant en cause toutes les suppositions initiales. La nuit avançait et l'avion continuait sa course silencieuse à travers les nuages. Chaque minute écoulée rapprochait les passagers de leur destination finale, mais aussi de la vérité. Hercule Poirot savait que le temps jouait contre lui. Car dans un espace aussi confiné qu'un avion, les secrets ne peuvent rester enfouis très longtemps. Et tandis que les moteurs bourdonnaient constamment dans le lointain, le détective sentait que la solution se dessinait progressivement, tissant un fil invisible reliant tous les protagonistes de cette tragédie aérienne. Chapitre 6. Une piste secrète. La cabine de l'avion semblait soudain plus étroite, comme si les murs eux-mêmes se resserraient autour des passagers. Hercule Poirot, assis à son siège près du hublot, sentit une légère brise glaciale traverser la pièce. Non pas un vent réel, mais plutôt le souffle froid de la vérité qui commençait à émerger. Il tenait entre ses mains la petite boîte en métal contenant les fléchettes découvertes par Mrs. Evelyn Howard. Ces objets minuscules étaient à la fois des outils, meurtriers et des indices cruciaux dans cette enquête complexe. Il ferma brièvement les yeux, visualisant mentalement chaque scène depuis le début. Le cri strident, la panique générale, les regards furtifs, les alibis incertains. Chaque détail avait sa place dans ce puzzle, même ceux qui semblaient insignifiants au premier abord. Mais il manquait encore une pièce essentielle pour reconstituer toute l'image. Poirot décida de retourner voir Mrs. Howard, dont la présence demeurait intrigante. Cette femme élégante, avec son port aristocratique et ses gestes mesurés, ne correspondait pas tout à fait au profil d'une victime innocente ou d'une complice évidente. Pourtant, elle était impliquée dans cette affaire bien plus qu'elle ne voulait le laisser paraître. « Madame Howard, dit-il doucement lorsqu'il prit place devant elle, je dois vous poser une question directe. Connaissiez-vous Madame Gisèle avant ce vol ?» La vieille dame le regarda avec surprise, puis sourit faiblement. « Non, monsieur Poirot, je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie. Pourquoi posez-vous cette question ?» Le détective hocha la tête, mais insista. « Permettez-moi de reformuler. Y a-t-il quelque chose que vous n'avez pas encore partagé avec moi? Quelque chose qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé ici ?» Mrs. Howard baissa les yeux, visiblement troublée. Après un long silence, elle murmura « J'ai peut-être remarqué quelque chose d'étrange avant le décollage. Lorsque nous avons embarqué, j'ai vu un homme parler rapidement avec l'un des stewards. Ils semblaient très nerveux tous les deux. » Cet aveu fit tressaillir Poirot. Un steward impliqué? Cela changeait complètement la donne. Si un membre de l'équipage avait collaboré avec l'assassin, cela expliquerait comment l'arme avait pu être introduite discrètement à bord. Fort de cette nouvelle information, Poirot demanda à interroger le personnel navigant. Le chef steward, un homme grand et distingué d'une quarantaine d'années, accepta de répondre à ses questions sans broncher. « Monsieur Poirot, commença-t-il avec calme, je peux vous assurer que personne parmi notre équipe n'a eu aucun contact suspect avec des passagers avant le vol. Nous suivons des procédures strictes pour garantir la sécurité de chacun.
Mais lorsque Poirot mentionna l'incident rapporté par Mrs. Howard, le visage du steward trahit une fraction de seconde d'hésitation. « Vous êtes sûr de ne pas vous souvenir d'une discussion particulière avec un homme avant le décollage ?» insista le détective. Le steward cligna des yeux, puis secoua la tête fermement. « Absolument certain, monsieur. Toutefois, je peux vérifier auprès de mes collègues si l'un d'eux a noté quelque chose d'anormal. » Cette réponse ambiguë attisa davantage la curiosité de Poirot. Il savait que les mensonges, aussi bien intentionnés soient-ils, pouvaient souvent cacher des vérités explosives. Tandis que l'avion poursuivait sa trajectoire vers Paris, Poirot rassembla toutes les informations disponibles. Les pièces du puzzle commençaient enfin à s'assembler. Jack Robinson, le journaliste mystérieux, Miss Cynthia Murdoch, la jeune femme désespérée, Mr. Carter, l'homme aux doigts tremblants, et maintenant, l'éventuelle implication d'un membre de l'équipage. Chacun d'eux avait un lien indirect avec Madame Gisèle, soit par des dettes, soit par des secrets enfouis. Et puis, il y avait cette fameuse Sarbacane. Comment l'arme avait-elle pu être transportée sans être détectée? La réponse devait se trouver dans les moindres détails de leur voyage, dans un compartiment secret peut-être, ou dans une collaboration clandestine entre plusieurs individus. Alors que le ciel s'éclaircissait à l'approche de l'aube, Poirot sentit que la solution n'était plus très loin. Mais il restait encore une dernière étape avant de pouvoir révéler l'identité du coupable. Une étape qui nécessiterait toute son intelligence, toute sa perspicacité légendaire. Car dans les airs, rien n'est jamais vraiment caché, pas même les crimes les plus audacieux. Chapitre 7. L'éclaircissement final. L'aube se levait doucement, baignant l'intérieur de l'avion d'une lumière dorée qui contrastait avec la gravité des événements. Hercule Poirot, assis près du hublot, ressentait une certaine tension dans son esprit. Les pièces du puzzle étaient maintenant presque toutes en place, mais il restait encore quelques zones d'ombre à dissiper avant que toute l'histoire ne soit révélée. Le détective prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées pour ce qui allait être le moment crucial de cette enquête. Il décida de convoquer tous les passagers impliqués dans une cabine privée afin de confronter leur version des faits. Ce serait un test ultime pour déterminer qui mentait et qui disait la vérité. Chaque mot prononcé serait pesé avec soin, chaque geste observé avec minutie. Le premier à entrer dans la cabine fut Mr. Carter, l'homme austère au visage fermé. Poirot lui demanda directement « Monsieur Carter, vous avez affirmé ne pas avoir bougé de votre siège durant tout le vol. Or, plusieurs témoignages indiquent qu'un individu a été vu circuler dans l'allée centrale peu avant le meurtre. Seriez-vous cet homme ?» Monsieur Carter pâlit légèrement sous l'accusation directe, mais réussit à garder contenance. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Poirot. J'étais bien à ma place, comme je l'ai déjà dit. » Poirot hocha la tête, notant cette réponse évasive. Il savait que les menteurs avaient tendance à s'enliser davantage lorsqu'ils étaient mis face à des contradictions. Ensuite vint Miss Cynthia Murdoch, la jeune femme anxieuse. Elle paraissait plus nerveuse que jamais, triturant nerveusement un mouchoir entre ses doigts. « Mademoiselle Murdoch, » reprit Poirot, « nous savons désormais que Madame Gisèle exerçait une forte pression sur vous pour rembourser vos dettes. Étiez-vous prête à tout pour échapper à ces menaces ?» Cynthia baissa les yeux, incapable de soutenir le regard perçant du détective. « Non, je n'aurais jamais pu faire une chose pareille, » s'exclama-t-elle, les larmes aux yeux. « Mais je comprends pourquoi vous pourriez penser cela. » Poirot la rassura d'un signe de tête, conscient que la peur pouvait souvent mener à des actes extrêmes. Le tour suivant revint à Jack Robinson, le mystérieux journaliste. Son attitude changeante avait attiré l'attention de Poirot dès le début. Lorsqu'il fut interrogé sur ses allées et venues suspectes, il tenta une explication maladroite. « J'avais simplement besoin d'air frais », bredouilla-t-il. « Vous savez, ces avions peuvent être étouffants. » Mais cette fois, Poirot ne se laissa pas impressionner.
Il sortit la boîte contenant les fléchettes découvertes par Mrs. Howard et la posa sur la table devant lui. « Monsieur Robinson, ces fléchettes ont été trouvées sous le siège de Mrs. Howard. Pouvez-vous m'expliquer comment elles sont arrivées là-bas ?» Jack sembla pris de court, cherchant désespérément une réponse plausible. Cependant, aucun mensonge ne put masquer la vérité qui commençait à émerger. Tandis que les entretiens progressaient, Poirot sentit que quelque chose clochait également concernant l'équipage. Le chef steward, bien que convaincant dans ses dénégations, cachait peut-être plus qu'il ne voulait admettre. Après avoir vérifié discrètement les horaires de service des membres de l'équipe, Poirot découvrit une faille dans leur alibi collectif. Un steward secondaire, jusqu'alors passé inaperçu, avait eu accès au compartiment secret situé derrière le cockpit, des espaces où une arme aussi petite qu'une sarbacane aurait pu facilement être dissimulée. Avec ces nouvelles informations en main, Poirot organisa une réunion finale impliquant tous les suspects principaux. Dans un discours calme mais ferme, il exposa méthodiquement les preuves accumulées contre chacun d'eux. Il rappela les contradictions dans leurs témoignages, les indices matériels retrouvés, ainsi que les motivations possibles derrière le crime. Finalement, un silence lourd s'installa dans la cabine lorsque Poirot pointa un doigt accusateur vers Jack Robinson. « Monsieur Robinson, conclut-il, vous êtes l'assassin. Vous avez utilisé votre rôle de journaliste pour approcher Madame Gisèle sous prétexte d'écrire un article sur elle. En réalité, vous nourrissiez une vengeance personnelle depuis longtemps, liée à des affaires passées où elle avait ruiné votre famille. La sarbacane était un moyen parfait pour commettre un meurtre discret et votre collaboration avec un membre de l'équipage a permis de transporter l'arme sans problème. » Jack Robinson, acculé, ne put nier plus longtemps. Sa confession finit par jaillir, mêlant regret et colère. Tous les autres passagers écoutèrent, sidérés, tandis que la vérité venait enfin éclaircir cette tragédie aérienne. Chapitre 8. Une nuit de repos. Lorsque l'avion se posa enfin sur le tarmac de l'aéroport parisien, un soupir collectif parcourut les passagers. La tension qui avait pesé sur eux pendant tout le vol s'évapora peu à peu, remplacée par un sentiment de soulagement mêlé d'épuisement. Hercule Poirot, quant à lui, demeura immobile un instant, savourant la satisfaction tranquille que procure la résolution d'une énigme aussi complexe. Chaque détail, chaque indice, chaque mensonge minutieusement disséqué avait conduit à cette conclusion incontournable. Jack Robinson, désormais désigné comme l'assassin, fut escorté hors de l'appareil par des agents de police français qui attendaient patiemment au pied de la passerelle. Sa confession, bien que tardive, avait permis de clore définitivement l'affaire. Les autres passagers, libérés de ce fardeau mental, commencèrent à quitter leur siège, certains encore sous le choc de ce qui venait de se dérouler dans cet espace confiné. Poirot prit son temps pour rassembler ses affaires. Il aimait ces moments après une enquête où l'esprit pouvait enfin se détendre et réfléchir sans pression. Tandis qu'il ajustait son élégant costume noir et vérifiait une dernière fois sa cravate impeccablement nouée, il pensa aux nombreuses questions que cette affaire avait suscitées, non seulement sur le crime lui-même, mais aussi sur la nature humaine. Comment quelqu'un pouvait-il commettre un acte aussi violent pour venger un tort passé? Et surtout, jusqu'où irions-nous tous pour protéger notre honneur ou notre dignité? Alors qu'il descendait lentement la passerelle, Poirot remarqua Mrs. Evelyn Howard, la vieille dame distinguée, qui l'attendait au bas des marches. Elle tenait un livre dans ses mains, mais son regard semblait perdu dans le lointain. « Monsieur, Poirot, dit-elle doucement lorsqu'il s'approcha, « je dois vous remercier. Grâce à vous, nous avons tous pu retrouver un peu de paix. » Le détective inclina légèrement la tête avec courtoisie. « C'est mon métier, madame, » répondit-il simplement. « Mais permettez-moi de vous dire que votre rôle a été crucial dans cette enquête.
Sans votre observation attentive, nous n'aurions peut-être pas découvert cette boîte contenant les fléchettes. Mrs. Howard sourit, visiblement flattée. Parfois, les petites choses font toute la différence, n'est-ce pas? Poirot acquiesça gravement. En effet, les plus grands mystères se cachent souvent dans les détails les plus insignifiants. Ils échangèrent quelques mots de plus avant de se séparer, chacun poursuivant son chemin vers une nouvelle destination. Pour Mrs. Howard, c'était une réunion, familiale à Paris. Quant à Poirot, il avait rendez-vous avec un ami dans un petit café du quartier latin où il espérait profiter d'une soirée paisible loin des intrigues criminelles. Dans les rues animées de la capitale française, Poirot marchait tranquillement, respirant l'air frais du soir. Les bruits familiers de la ville, le cliquetis des talons sur les pavés, les conversations joyeuses des passants, le tintement des verres dans les cafés, formaient une mélodie apaisante après les heures de tension intense passées dans l'avion. Il entra dans le café prévu pour sa rencontre et choisit une table près de la fenêtre, d'où il pouvait admirer la vie qui pulsait autour de lui. Tout en sirotant une tasse de thé fumant, il laissa son esprit vagabonder. Cette affaire, bien qu'intense, lui rappelait une vérité fondamentale. Malgré nos différences culturelles, sociales ou personnelles, nous partageons tous une même vulnérabilité face aux passions humaines. Amour, haine, vengeance, ambition. Ces forces invisibles guident nos actions, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mais aujourd'hui, justice avait été faite. Le ciel nocturne, parsemé d'étoiles scintillantes, semblait lui murmurer que tout était en ordre. Dans cet univers infini, même les crimes les plus audacieux finissent toujours par être révélés. Avant de regagner son hôtel, Poirot s'accorda un moment de contemplation devant la Seine. L'eau sombre reflétait les lumières des ponts, créant une danse hypnotique qui berçait ses pensées. Il ferma les yeux un instant, inspirant profondément l'air frais, chargé des parfums de la nuit. Demain serait un autre jour, peut-être apportant de nouvelles énigmes à résoudre. Mais pour cette nuit, Hercule Poirot pouvait enfin se permettre de dormir en paix, bercé par le rythme régulier de la ville endormie. Et tandis que les étoiles continuaient leur veille silencieuse, le détective belge sut qu'il était exactement là où il devait être, prêt à relever de nouveaux défis, mais également conscient de la beauté simple des moments de calme entre deux tempêtes. Chers amis, nous espérons que cette histoire vous a transporté dans un monde de mystère et de calme, où chaque mot était conçu pour apaiser votre esprit et vous accompagner vers de douces pensées. N'hésitez pas à réécouter cette aventure d'Hercule Poirot ou toute autre histoire de notre chaîne, car chacune d'entre elles est créée pour vous offrir confort et sérénité. Un grand merci à vous pour votre fidélité et pour être là, jour après jour, à partager ces moments précieux avec nous. Votre soutien est une source immense de motivation, et c'est grâce à vous que nous pouvons continuer à tisser ces récits qui bercent nos nuits. Alors, avant de fermer les yeux, sachez que nous serons toujours ici, prêts à vous offrir de nouvelles échappées narratives dès que vous en aurez besoin. Bonne nuit et jusqu'à très bientôt pour de nouvelles aventures ou simplement de beaux rêves.